Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Pour ce nouveau podcast, nous allons revenir sur l'actualité de Taïwan et du Détroit en revenant sur deux événements qui ont marqué les relations entre la République de Chine et la République populaire de Chine, à savoir à la fois le 10 novembre 2024, c'était donc l'anniversaire, le 113e anniversaire de la République de Chine, c'est en fait, comme depuis 8-9 ans maintenant, c'est un candidat et président de l'ancien parti d'opposition au régime autoritaire du Kuomintang, le KMT, à savoir donc le Parti démocrate progressiste, à qui est revenu l'honneur de prononcer le discours de cérémonie pour cette fête nationale de la République de Chine. Alors, il est évident que quand on dit fête nationale de la République de Chine, c'est évidemment en soi un anathème du point de vue de la République populaire de Chine ou de la Chine continentale, comme on peut dire à Taïwan. Et donc, c'est William Lai, l'actuel président de Formose, l'actuel président de la République de Chine, qui a prononcé ce discours. Et donc, ça fait quand même maintenant 9 ans que c'est un président DPP qui prononce ce discours. La dernière fois qu'un président KMT du Kuomintang, donc le parti nationaliste, qui était à la base de la fondation de la République de Chine en Chine en 2011-2012, et qui ensuite s'est installé à Taïwan et qui pendant 40 ans a pratiqué une politique autoritaire sous Chiang Kai-shek et ses descendants, avec ensuite une démocratisation graduelle à partir de la fin des années 80, et l'émergence donc de ce parti, le DPP, qui était un parti d'opposition et qui est maintenant devenu un parti de pouvoir, puisque c'est pour la 3e fois de suite que l'élection présidentielle a élu un président du DPP. Et donc, ce William Lai, il est présenté par la Chine comme un séparatiste, comme quelqu'un de dangereux, comme quelqu'un remettant en cause la paix dans le détroit de Taïwan et l'équilibre des rapports entre les deux Chines. Alors, c'est intéressant si on se revient un tout petit peu en arrière, et si donc on se rappelle que Ma Ying-jeou, donc le dernier président KMT, qui avait donc présidé Formose, qui a donc présidé la République de Chine avec deux mandats également, et donc jusqu'en 2016, avec ensuite Tsai Ing-wen qui avait repris le flambeau du DPP. Donc Chen Shui-bian a été président de 2000 à 2008, Ma Ying-jeou de 2008 à 2016, Tsai Ing-wen de 2016 à 2024, et maintenant William Lai aussi du DPP. Donc en 2015, donc pour le dernier discours KMT d'un président de la République de Chine, donc Ma Ying-jeou, il avait cette phrase-là, il disait: à l'avenir, nous continuerons à maintenir le statu quo de non-unification, non-indépendance et non-recours à la force dans le cadre de la constitution de la République de Chine. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on va dire que si le KMT était au pouvoir, il y aurait moins de dissensions avec la Chine, qu'on dit que le KMT est plus PRC compatible, plus Chine compatible, et on dirait même qu'il est pro-Chine, mais en fait, ce discours-là, je rappelle donc que c'était le discours en 2015 de Ma Ying-jeou, lors de la fête nationale de la République de Chine, donc à savoir comme on l'a dit, le 10 novembre 2015. Et donc il dit 3 choses. Il dit statu quo, il dit pas d'unification, pas d'indépendance. De toute manière, c'est déclarer l'indépendance de façon formelle pour un président pendant représentant la République de Chine, ça serait comme une déclaration de guerre. Pas de recours à la force, et la constitution de la République de Chine. Or, en fait, ce discours-là, pas d'unification, pas de recours à la force, constitution de la République de Chine, c'est en fait un discours qui, aujourd'hui, sans doute le même discours, de point de vue de Pékin, pourrait apparaître comme en fait extrêmement aussi indépendantiste et extrêmement séparatiste, même s'il parle de non-indépendance, le rejet a priori de toute unification serait aujourd'hui complètement insupportable par la Chine. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'en fait, quand la Chine dit que le président William Lai est un dangereux séparatiste, c'est parce que aussi la Chine elle-même s'est radicalisée énormément depuis 2016. La Chine s'est radicalisée et donc, en fait, quand le président William Lai, le président actuel du DPP, affirme qu'il représente la République de Chine et que la République de Chine n'est pas la République populaire de Chine, en fait, il dit pas quelque chose de forcément très différent que ce que disait Ma Ying-jeou quand il disait pas d'unification, la Constitution de la République de Chine. Voilà. Et donc, William Lai, il dit, en tant que président, ma mission est de veiller à ce que notre nation perdure et progresse. Je respecterai également l'engagement de résister à toute annexion ou atteinte à notre souveraineté. Donc, mais ça, en fait, c'est un discours qui va être présenté par la Chine comme dangereux, radical, séparatiste. Mais en réalité, en tant que président de la République de Chine, il est obligé d'affirmer que les citoyens de la République de Chine sont bien les 23 millions d'habitants de Taïwan et de l'archipel taïwanais, Taïwan, Penghu, Kinmen, Matsu. Et ça, c'est quelque chose qu'il est obligé d'affirmer, et ça fait partie de la Constitution de la République de Chine. Donc, William Lai a dit, donc, la République de Chine a déjà pris racine à Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, et la République de Chine et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Donc ça, quand il a dit ça, ça a été, on va dire, ça a déclenché une forme d'hystérie du point de vue des commentaires, du point de vue chinois, comme quelque chose de radical, quelque chose de séparatiste, quelque chose qui vise à instiller le trouble et à créer donc, à ne pas empêcher le processus de pacification. Mais en réalité, encore une fois, n'importe quel président de la République de Chine qui a son mandat, de par la volonté populaire, qu'il soit du KMT ou du DPP, en réalité, il serait obligé d'affirmer que la République de Chine n'est pas la République populaire de Chine. Il est impossible de dire autrement. C'est deux régimes constitutionnels différents. Et donc, d'une certaine manière, ici, on voit au contraire ce discours-là qui a été défini par la Chine comme extrêmement radical. Au contraire, on voit que le DPP, qui pendant longtemps a été aussi critique avec la notion de République de Chine, parce que c'est justement l'invention du Kuomintang, donc le parti opposé, maintenant elle reprend cette notion de République de Chine comme en fait le socle d'une indépendance par rapport à la République populaire. Donc en fait, c'est un message qui est à la fois extrêmement pratique, extrêmement institutionnel, sur lequel il est du point de vue légal qui semble d'une certaine manière inattaquable, mais à cause de la radicalisation de la Chine, ça a créé évidemment des réactions extrêmement fortes. Donc le porte-parole du bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d'État, Chen Biroi, il avait déclaré que le discours exacerbait les tensions entre les rives du détroit et qui porterait gravement atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. Okay. Alors qu'en réalité, encore une fois, il y avait rien forcément dans ce discours qui était qui était de nature en fait à créer la colère de Pékin, d'autant que là, il avait voulu en fait insister sur les contributions positives de la Chine à la paix mondiale. Il avait dit depuis longtemps, les pays du monde entier soutiennent la Chine, investissent en Chine et aident la Chine à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Cela a été fait dans l'espoir que la Chine se joindrait, donc un conditionnel intéressant, se joindrait au reste du monde pour apporter des contributions mondiales, c'est-à-dire à la paix. Autrement dit, ici, il y a un discours très intéressant. Il dit donc le monde a accepté que la Chine joigne l'OMC parce que on pensait que la Chine pouvait contribuer à l'essor mondial, au développement mondial, au développement pacifique. Ça, non seulement du point de vue de la croissance du PIB. On sait que la Chine aujourd'hui, a contribué à presque un tiers de la croissance mondiale pendant ces 30 dernières années. Donc la Chine est une puissance économique, la globalisation, tout ce qui est la globalisation dans ces dernières années, la diffusion du capitalisme, de l'industrialisme, de l'extractivisme, tout ça en grande partie c'est lié à l'industrie chinoise, c'est lié à la production chinoise et en même temps c'était lié aussi donc la Chine a reçu des aides, la Chine a reçu des brevets technologiques pour faire tout ça et c'était lié évidemment à un espoir de paix. Et donc là, il a affirmé aussi dans son discours être prêt à travailler avec la Chine sur le changement climatique, les maladies infectieuses et le maintien de la sécurité régionale
pour rechercher la paix et la prospérité mutuelle pour le bien-être des populations des deux côtés du détroit de Taïwan. Et c'est intéressant, donc on voit c'est quand même un discours d'ouverture, un discours assez finalement mesuré, il n'y a pas il n'y a pas d'indépendance, il parle juste de la République de Chine, c'est un fait, il est obligé, il appelle à la coexistence pacifique, mais justement, pour Pékin, dans le mot coexistence pacifique, il y a quelque chose qui est en fait d'intermédiaire qui serait comme une déclaration de guerre, c'est-à-dire la notion de coexistence. La notion de coexistence du point de vue de Pékin, donc en chinois ça serait Gongsheng, la notion de coexistence en fait pour Pékin est déjà une preuve d'indépendance puisque coexistence signifie l'existence de deux réalités et que pour Pékin il ne peut y avoir qu'une seule réalité, à savoir la réalité de la République populaire de Chine. En fait, après ce discours-là, avant ce discours-là, donc on pensait que le discours serait beaucoup plus radical, il était assez mesuré, et en fait, toute la question qui s'est posée après ce discours, ou à la veille de ce discours, c'est est-ce que la Chine allait en fait utiliser ce discours pour en fait faire des manœuvres militaires. Juste avant donc ces manœuvres, elles ont eu lieu, ça sera l'objet du podcast, du deuxième podcast. Ces manœuvres elles ont eu lieu, mais il faut se rappeler donc que juste avant ces manœuvres, après le discours, l'administration Biden, sous couvert d'anonymat, avait déclaré: nous ne voyons aucune justification à ce qu'une célébration annuelle de routine soit utilisée de cette manière et des actions coercitives comme celle-ci contre Taïwan et dans le contexte entre les deux rives du détroit, à notre avis, compromettent la paix et la stabilité entre les deux rives. Autrement dit, Washington a jugé que le discours était tout à fait mesuré et qu'il ne pouvait pas servir de prétexte à des exercices militaires. Et bien entendu, la Chine a procédé à ces exercices militaires, et donc on voit que le commentaire excessif, la réaction excessive par rapport à ces discours, disant que ces discours étaient en fait un fauteur de troubles, alors que c'est un discours très mesuré, était en fait une manière de justifier par avance des exercices militaires qui se sont déroulés le lundi de la semaine suivante et sur lesquels on va revenir dans un deuxième podcast. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.